Cube Radio. Quand Chantal Petitclerc est arrivée tantôt, la première question qu'elle m'a demandé, c'est pourquoi ce balado-là existe. Et en fait, ce que j'y ai répondu, c'est que après avoir eu mes enfants, je me suis rendu compte que j'adorais parler d'accouchement et que j'adorais entendre les histoires de mes amis et des gens autour de moi. Et en jasant avec tout le monde, mais j'ai réalisé que on entend rarement les femmes parler en profondeur, là, en long, en large, sans censure, sans gêne, de leur accouchement. Et il y a souvent des petites parties, il y a souvent les scènes de films qui n'ont pas d'allure, il y a souvent les papas qui vont expliquer leur point de vue, mais on donne rarement la parole aux mères qui, elles, l'ont vécu de l'intérieur, physiquement et mentalement. Et c'est pour ça que ce balado-là existe, pour donner la parole aux mères. Puis d'ailleurs, en parlant avec Chantal, j'ai appris, elle m'a dit en fait que c'était la première fois qu'elle racontait son accouchement dans le détail. Puis son fils a 8 ans, là. C'est fou quand même. Je m'appelle Gabrielle Caron et vous écoutez J'ai fait un humain. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Chantal Petitclerc, athlète paralympique à la retraite, sénatrice et maman. Et en fait, c'est drôle parce que il y a tout plein de choses dans cette grossesse-là, tu sais, et les gens qui se disaient « Ah, tu sais, t'as pas de bébé parce que t'es en fauteuil. » Et là, je disais « Ben non, finalement, tout ça. » Et ils disaient « Ah, mais ça a été plus difficile parce que t'es en fauteuil. » Non, pas du tout, parce que c'est juste parce que je suis plus vieille. Et après ça, les gens disaient « Ah, tu l'as eu par césarienne parce que t'es en fauteuil. » Non, c'est parce que je suis une athlète. C'est ça, exactement. C'est que, et même des gens qui étaient proches de moi. Et là, je me disais, ben voyons, on se connaît depuis 40 ans, puis t'as toujours pensé que je pouvais pas avoir de bébé parce que je suis en fauteuil, puis tu m'en as jamais parlé, tu sais. Fait que c'était très drôle à ce niveau-là, mais... Fait que dans le fond, ton fauteuil roulant, tu sais, ton handicap, ça a été, somme toute, minime, là. Exact, ouais, exact. C'est la conception, en fait, tu sais, qui a été difficile, puis je le sais que ça va rejoindre beaucoup de femmes parce que on pense souvent qu'avoir un bébé, ça se fait en un claquement de doigts, un accident, c'est arrivé de même et tout. Mais non, tu sais, il y en a pour qui c'est désiré, puis ça prend du temps, puis c'est pas toujours facile. Je suis comme subjuguée, on dirait. Tu sais, la grossesse quand on a un handicap, la grossesse quand on a passé 40 ans, puis l'accouchement par césarienne. Fait que tu sais, c'est comme 3 volets qui, chacun en soi, sont une histoire. Mais là, c'était comme 3 histoires entremêlées. C'est incroyable ce qu'elle a vécu. C'est vraiment incroyable. Alors, Chantal, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'accueillir, ça me fait très plaisir. Puis là, je veux juste préciser que j'ai ta permission pour te tutoyer et t'appeler Chantal aussi. Absolument. Parce qu'on va mettre de côté sénatrice Petitclerc pour tout de suite. Quoi qu'avoir un bébé, c'est assez honorable aussi, là, mais on va laisser faire l'honorable. Puis en commençant, là, juste pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, là, qu'on parte toutes avec les mêmes informations, est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi ton handicap, puis en quoi peut-être ça l'a influencé, tu sais, la conception, la grossesse et l'accouchement? Mais on y reviendra plus tard, là, c'est comme une grosse question, mais juste nous expliquer un peu ton handicap, en fait. Ben en fait, moi, je suis paraplégique, donc j'ai une lésion de la moelle épinière au niveau lombaire, donc c'est parce que ça peut être pertinent au niveau de la conversation qu'on a aujourd'hui, donc au niveau lombaire. Et ça m'est arrivé suite à un accident de ferme, sur une ferme en fait. Je suis originaire de Saint-Marc-des-Carrières et c'est là qu'à 13 ans, donc durant les vacances d'été, entre mon primaire et mon secondaire, on s'amusait sur une ferme abandonnée
et on a eu l'idée brillante de soulever la porte d'une grange pour transformer ça comme une espèce de tremplin pour un vélo. Tu sais, on voulait mettre une caisse en dessous, en tout cas. Et là, moi, je tenais la porte, le petit copain est parti chercher la caisse et j'avais pas mes muscles paralympiques, fait que la porte est tombée par-dessus moi et c'est là que j'ai brisé ma moelle épinière et que je suis devenue paraplégique. Ce que ça implique, ça implique que mes jambes ne bougent pas. Heureusement pour moi, cette lésion-là, elle est très basse. Donc, plus la lésion est basse, donc le cou, mettons, versus lombaire, ben plus tu as de fonction, tu sais. Et ça m'a beaucoup aidé comme athlète parce que comme ma lésion est très basse, ben j'ai tous mes abdominaux, tu sais, j'ai pas mes jambes, mais j'ai tous mes abdominaux, mes dorsaux, tout ça. Et ça m'a beaucoup aidé dans ma grossesse aussi, d'avoir tous mes abdominaux. Donc c'est un petit peu ça, finalement. T'as-tu eu une belle grossesse? Moi, j'ai beaucoup aimé ça, je dois dire. J'ai eu une belle grossesse et c'est un beau moment de ma vie. Et je sais pas si c'est parce que, j'ai gagné mes médailles jusqu'à 39 ans. Et là, après ça, quand j'ai pris ma retraite avec mon chum, on n'avait jamais voulu d'enfant, ni l'un ni l'autre. Mon copain est un compositeur, c'est un artiste. Moi, on est deux passionnés, on aimait beaucoup de notre vie, on était toujours au resto. Et franchement, on n'avait jamais vraiment eu ce désir-là, donc on n'en parlait juste pas vraiment. Et quand j'ai pris ma retraite, là, c'est comme si soudainement, ça m'est venu, puis avec les amis autour, tout ça. Mais j'ai quand même attendu parce que on sait que les athlètes prennent leur retraite et là, t'as comme une espèce de quête existentielle, tu sais, qu'est-ce que je suis, comment je me définis, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et là, je me disais, tu sais, c'est comme les blues post-paralympiques, c'est pas une raison pour faire un bébé. Et que j'ai dit, je vais attendre, là, peut-être que ça va passer, mais ça passait pas. Et j'ai le souvenir parce qu'on prenait un verre dans un pub en Floride, moi puis mon chum, puis c'est là ça a pris 10 minutes, puis les deux, c'est comme si on n'osait pas s'en parler parce qu'on n'avait jamais eu ce désir-là, puis on l'a eu en même temps, là, tu sais. Fait que une bouteille plus tard, on avait décidé de faire un bébé. Et on l'a jamais regretté. Wow! Puis est-ce que ça a été... parce que, tu sais, t'étais quand même assez... Là, j'ai l'impression que je patine, mais avancée en âge, oui, Est-ce que tu as eu des problèmes de conception ou ça s'est fait long. très bien? Non, ça a été long et rempli de défis. Je dois dire, j'en veux pas, mais... Quand je suis allée voir mon médecin et que j'ai dit OK, go, on enlève le stérilet puis on essaie d'avoir un bébé. Mais là déjà j'avais 40 ans là avec toute cette réflexion là, j'avais 40 et quelques et là mon médecin me dit écoute Chantal, t'es tellement en forme, tu sais ça va bien aller. Mais j'étais en forme mais j'avais quand même 41 ans et là on a vraiment perdu 1 an et demi à juste essayer, dans le fond, parce que c'est ce qu'on nous avait conseillé. Avec le recul, je me dis, tu sais, et je le dis à toutes mes amies, quand t'as passé 35, 40 ans, là, tu sais, il faut pas perdre 1 an ou 2, il faut tout de suite aller voir est-ce qu'on a des défis, tout ça. Donc, effectivement, j'avais comme bien des femmes dans la quarantaine, un besoin d'hormones, là, tu sais, fait qu'on a j'ai eu des injections d'hormones, tout ça, et ça a fini par fonctionner, alors que j'avais 44 ans, dans le fond. Ouais. Wow. Donc, ça a été long, et pas facile non plus, sauf qu'en même temps, des fois c'était difficile ou ça marchait pas en fait, c'est juste ça, hein, tu sais, c'est comme une déception mensuelle parce que tu dis OK, peut-être, et puis... À chaque mois, là, de mois en mois, quand t'as tes règles, comment tu vivais ça, tu sais, est-ce que c'était de la colère, est-ce que c'était de la peine, est-ce que c'était comme un peu, je veux pas dire de l'optimisme, mais OK, c'est pas grave, on recommence, tu sais? C'est un peu tout ça. Au début, c'était beaucoup de l'optimisme, mais c'est drôle parce que, tu sais, au début, les gens se disaient « peut-être que ça va être un peu difficile pour toi parce que tu es une personne en situation de handicap. » Mais finalement,
ça avait rien à voir. C'était juste parce que j'étais dans j'étais rendue vieille, tu sais, j'étais dans la quarantaine. Puis je me suis dit, mon Dieu, tu sais, toutes ces années où tu te disais, ça va, tu sais, comment mon handicap va influencer ma grossesse. Puis finalement, ça n'a pas été ça le défi. Mais en même temps, dans notre cas, en tout cas, tu sais, ça nous a toujours rapprochés, puis ça donne des conversations, parce que là aussi, on se dit, OK, on fait quoi? Est-ce qu'on adopte? Jusqu'où on y tient? Tu sais, jusqu'où c'est important pour nous d'avoir cet enfant-là? Alors que, tu sais, manifestement, on s'est rendu jusqu'à 40 ans heureux, sans enfant. Donc, on avait tout ça, tu sais, il y avait beaucoup de conversations à ce niveau-là. Et on a tout envisagé, mais en même temps, on est dans un contexte où l'adoption internationale s'est rendue, c'est un autre 2-3 ans, et là, j'avais déjà 42, 43, donc là, on se dit, on fait quoi? Adopter aux États-Unis, c'est un peu troublant, parce que tu as l'impression que tu achètes des enfants à des adolescentes dans des endroits où elles ont pas le droit de se faire avorter ou tout ça. Et là, tu sais, moi, j'avais beaucoup de questionnements éthiques aussi, philosophiques, éthiques, en tout cas. Mais en même temps, ça nous rapprochait beaucoup, et c'est ça, un bon mois, j'ai eu ce test-là. Et évidemment, comme j'avais un suivi en fertilité, on faisait les tests avec les prises de sang, tout ça, tu sais. Donc, quand j'ai eu ma prise de sang, qui me disait, OK, Chantal, t'es enceinte, ben ça, c'était un super beau moment. Et un moment un peu effrayant aussi, parce que avec le t'es enceinte, vu que c'est une prise de sang et que j'étais bourrée d'hormones, t'as beaucoup, beaucoup d'hormones. Donc, peut-être que t'es très, très enceinte de jumeaux. Et là, on était comme, OK. On est content. Oh là, on a peur, là. Quand tu étais enceinte, là, bon, tu as eu ton suivi médical, tu te préparais, tu as eu une belle grossesse et tout. Comment tu t'imaginais l'accouchement? Est-ce que tu avais un plan? Est-ce que tu avais une vision? Comment tu t'es préparée? Des cours prénataux, des vidéos, des livres? Ouais, ben c'est vrai que j'ai pas eu aucun problème à part être enceinte, là, mais à partir du moment où ça marchait, après ça s'est quand même très bien déroulé. Mais c'est vrai que on avait des suivis aussi à cause de la position. Tu es toujours assis quand tu es en fauteuil. Et là, on fait des suivis aussi parce que, bon, on veut pas, au niveau de la circulation sanguine, tu sais, le fait que tu es toujours assis. Donc, on regardait ça un petit peu plus, mais franchement, là, ça s'est très, très bien passé, ouais. Tu as eu une super belle grossesse. Ouais. Je savais déjà, tu sais, que je voulais allaiter. Tu sais, j'avais déjà un plan de qu'est-ce que je voulais que ce soit, pas juste ma grossesse, mais je pense aussi, le fait de l'avoir eu plus tard et le fait de savoir que, comme j'avais déjà 44 ans, ce serait mon seul. Donc, pour moi, l'expérience était super importante. Moi, ma grossesse, puis bon, j'étais privilégiée parce que je donnais beaucoup de conférences, donc j'en donnais beaucoup moins. Je restais à la maison presque pendant toute ma grossesse, à faire pas grand-chose, ou en fait à profiter de la vie et à me préparer. Et après la grossesse, je suis restée à la maison 2 ans par choix. Wow. Parce que je me disais, c'est une fois, tu sais, c'est mon bébé, c'est le seul que j'aurai. Très rapidement, j'ai eu envie de faire ce cheminement-là avec une sage-femme. Plus tard, j'ai su que ce serait par césarienne. Là, c'était de dire, OK, tu sais, comment on peut s'assurer que ce soit la plus belle expérience, même si c'est pas exactement comme on avait pensé. Attends. Je saute plein d'étapes, là, c'est parce que ça me revient en même temps. Mais justement, parce que là, tu parles que tu as eu une césarienne, là. On vend un punch. Tu as eu une césarienne, mais c'était une césarienne planifiée. Ouais, c'était une césarienne planifiée parce que, ben c'est ça, tu sais, on s'est rendu compte que mon bébé était un gros bébé et
le fait que j'utilise beaucoup mes abdominaux dans ma vie de tous les jours, je suis très musclée à ce niveau-là. Donc, le bébé se tournait pas et mon spécialiste a essayé de le faire. Là, ma sage-femme me faisait faire, là, tu sais, j'écoutais de la télé, couchée par terre avec les fesses en haut du divan pour que le bébé tourne. Puis là, elle me faisait faire des affaires de yoga pendant 1 mois, tu sais, pour nous donner une chance. Et c'est drôle parce qu'à un moment donné, je me suis comme rendu compte que ça me dérangeait pas tant que ça, tu sais. Puis il y avait quand même une certaine sécurité à se dire, je sais ce qui s'en vient, tu sais, il y aura pas d'imprévu. Parce que quand on parle que ton bébé tourne, c'est dans le fond pour qu'il se positionne la tête en bas pour se préparer à la sortie. Exact. Et pour qu'il se prépare à la sortie, et là, on savait que ce serait un accouchement en bassin. Si c'était un accouchement naturel, donc le bébé allait sortir le bassin en premier, ce qui est pas facile a priori, ça se fait, mais c'est pas facile, et c'est encore moins facile quand t'es une personne en fauteuil roulant, parce que là, tu sais, il faut que tu pousses plus fort, il faut que tu pousses avec les jambes, avec tout, là, et là, donc ça amenait un niveau de complication, et le médecin se disait, tu sais, moi, des bébés qui sortent par le bassin, ça me fait pas peur, j'en ai déjà fait. Mais là, quand on accumule le fait que toi, tu peux pas pousser aussi fort qu'une autre maman, là, ça marchera pas. Tu sais, en fait, on va pas jouer avec le feu. Exact, c'est ça, exact. Tu sais, ton handicap, ça a été, somme toute, minime, là. Exact, ouais, exact. Ben, écoute, c'est sûr que quand t'es rendu à 8-9 mois de grossesse et que là, t'es dans un fauteuil roulant et là, tu vas voir ton technicien en fauteuil roulant et tu fais, tu sais, à chaque mois, tu fais élargir ton fauteuil de 1 centimètre et que, tu sais, je me rappelle, un moment donné, j'étais supposée aller luncher avec quelqu'un et puis je suis arrivée à côté de ma voiture et bon, tu sais, je me transfère avec les bras, donc je pousse vers le haut avec mes bras et là, je me tasse le bassin, puis là, j'étais là. Et là, j'ai pris mon téléphone, je dis, écoute, ça arrivera pas. Ça arrivera pas. J'ai dit, tu peux amener du sushi à la maison, là, mais moi, j'embarque pas dans cette voiture. Et c'est la dernière fois que j'embarque dans la voiture toute seule. Fait que c'est sûr que, tu sais, ça donne des défis quand même supplémentaires. Ben oui, et c'est ça aussi que le fait que t'es toujours assis, ben là, à un moment donné, t'as toujours envie d'aller à la salle de bain parce que t'as de la pression sur ton ventre, encore plus, tu sais, que tu... Fait que j'ai écouté beaucoup de films le dernier mois, là, j'avais je me sentais comme une espèce de petit setup de camping sur le divan, puis mais j'aimais ça, moi j'aimais beaucoup ça. Et donc là, t'as appris que t'allais avoir une césarienne planifiée 1 mois avant, t'as eu le temps de, je vais dire, faire le deuil, en fait, de l'accouchement que t'avais imaginé, mais c'est comment une césarienne planifiée? Dans ma tête, c'est tellement bizarre de se dire, hey, 9 septembre à 7h, j'ai mon bébé. Mais vraiment, c'était ça. On avait la date du 20 décembre, donc on arrivait très tôt le matin, le 20 décembre. Donc, le 19 décembre, je suis allée me faire coiffer, je me suis fait faire les ongles, je me suis dit, tant qu'à faire. Et là, tu sais, tu prépares toutes tes choses et puis, et c'est assez particulier. Mais je dois dire que quelque part, ça avait quelque chose de rassurant aussi pour moi parce que avec le bébé, tu sais, à l'envers, tout ça, tu sais, puis et c'est drôle parce que tu sais, on a tous nos désirs là-dedans. Tu sais, moi, j'ai des amis pour qui, par exemple, le désir d'allaiter, c'était comme ça, tu sais, ça me dérange pas un biberon, puis vive le plastique. Et alors que moi, là, ça, là, c'était tellement important pour moi. Ça, j'aurais fait un gros deuil si j'avais pas été capable. Alors que le deuil de l'accouchement naturel, ça a été plus genre, OK, tu sais, ça a pas été si difficile pour moi. Tu sais, j'y tenais pas tant que ça. Beurre de pinot, sirop d'érable, jus d'orange, céréales, sardines. Comment ça se fait que ces produits-là sont devenus des incontournables du garde-manger? Je m'appelle Anne-Sophie Carpentier et j'ai décidé d'enquêter sur ce qui se cache dans nos armoires de cuisine.
Je vous invite à écouter le balado Garde-manger sur Cube Radio ou sur toutes les autres plateformes de balado. Une des choses qui est arrivée qu'on n'avait pas prévu quand on est arrivé le matin, donc avec notre sac, tout ça à l'hôpital et tout prêt, là, tu sais, pour la césarienne. Et là, on va faire, mon Dieu, comment ça s'appelle? L'épidurale ou non? En fait, césarienne, est-ce que tu peux nous faire le parcours? Je vais faire le parcours et j'espère que je vais pas faire d'erreur médicale, là, mais bon, on se va corriger. Là, on le dit tout de suite qu'on n'est pas médecin. On est arrivé là et on avait rencontré évidemment, bon, le médecin, tout ça, mais aussi l'anesthésiste. Tu sais, donc, une semaine ou deux avant, tu as la rencontre avec l'anesthésiste qui te fait un petit peu qu'est-ce qu'il va faire. Et là, je pense qu'on appelle ça, je pense que c'est l'épidurale. Donc, aiguille assez intense dans le dos pour justement que le médecin puisse, pour qu'on sente rien, parce que il va couper, là, tu sais, et on fait sortir le bébé par césarienne. Donc, il y a tout ça. Et là, il me parle de ça. Et c'est là que j'ai eu cette conversation-là grâce à la sage-femme où je disais, ben écoute, c'est mon seul bébé, tu sais, moi, je veux faire du pot à pot, je veux je veux que mon chum le prenne dans ses bras, je veux qu'on ait l'expérience la plus naturelle possible sans évidemment déranger, là, tu sais, donc je veux sentir le plus que je peux, tu sais, tout ça. Donc ça, c'était le fun parce que ben, tu sais, j'ai eu un bel accueil là-dedans, vraiment, et je sais que c'est pas l'expérience de toutes les femmes. Et des fois, il y a des césariennes d'urgence aussi, donc c'est clair. Pas te préparer, là. Donc ça, c'est tout le monde embarquait dans ce désir-là de s'assurer que l'expérience humaine serait au maximum. Et donc, quand on est arrivé le matin, il y avait tout ça. Et là, on arrive et on va en salle de préparatoire. Et là, j'étais assise avec ma jaquette d'hôpital. Et c'est là qu'on gèle un petit peu et on pique au niveau de la colonne vertébrale. Et surprise, moi, qu'on n'avait pas prévu personne, quand j'ai eu mon accident à l'âge de 13 ans, ben j'ai eu une chirurgie au niveau de la colonne parce que j'avais une lésion. Et là, j'ai encore une espèce de cicatrice pas trop délicate, là, tu sais, comme un zipper, là, un petit peu. Et c'est là qu'il fallait qu'il pique. Et ben là, en même temps, il regarde ça, il dit, ben go, on y va, là. Mais bon, sauf que ça marchait pas. Et j'étais là, ça a pris comme une heure. Qui essayait de trouver un chemin, tu sais, dans le fond, un chemin pour endormir à travers cette cicatrice-là. Et évidemment, tu sais, ça fait des... encore une fois, il y a un nom plus scientifique pour ça, là, mais des petits bouts de gras, j'imagine. Et puis, il y avait ma lésion qui était là. Mais il a été tellement patient. Et moi, je suis fait... Un moment donné, il me dit, écoute, il dit, t'es faite forte, là. Parce que, tu sais, là, je respirais, tu sais, puis je me concentrais. J'y tenais, parce que l'autre option, c'était d'être endormie au complet. Puis là, t'aurais tout manqué. Tu te réveilles, puis t'as un bébé, là. Non. Donc, tu sais, j'y tenais beaucoup. Et lui... après une demi-heure, 3/4 d'heure, il aurait pu dire mais là, écoute, ma grande, on a d'autres après toi. J'ai pas juste toi dans ma journée, là. Et il a été tellement généreux. Et moi, j'ai été tough. À un moment donné, il dit, écoute, t'es fait tough, là. Parce que là, je respirais, puis c'était plus drôle, là. Après une demi-heure, c'était juste plus drôle, là. Mais parce que moi, je vais faire juste le parallèle avec toi. Tu sais, moi, je l'ai eu, l'épidurale aussi, mais j'étais en contraction, j'étais en douleur, j'étais plus dans mon corps, là. En fait, j'étais très dans mon corps, devrais-je plutôt dire. Fait que, tu sais, même s'il me piquait, là, moi, j'étais prête, tu sais, j'étais sur l'adrénaline, j'étais prête et tout. Toi, tu vivais tout ça à frette, là. Je vivais tout ça à froid, puis là, tu sentais, et éventuellement, tu sentais aussi la nervosité. Pas la nervosité, mais une certaine nervosité de l'anesthésiste parce que il voulait, puis ça marchait pas. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui est arrivé et qui lui a donné une idée, en fait. Il dit, pourquoi... en tout cas, je me rappelle plus exactement, mais il dit, pourquoi, au lieu de le faire assis droit comme ça, vous penchez pas, puis là, ça va comme...
ça va changer la posture. Bref, il a réussi. Et là... Et même mon chum, il était de l'autre côté, puis là, à un moment donné, il était comme, OK, mais là, il se passe quoi, là, tu sais, lui-même, il savait pas, puis... mais une fois que ça a été fait, et là, bon, évidemment, là, bon, on a le transfert, on se met dans les trépieds, on prend la position, et là, c'est la césarienne, et mon chum qui était là, qui est venu avec moi, donc j'avais mon chum à gauche, l'anesthésiste à droite, et j'avais mon médecin, dont j'oublie le nom, mais qui était tellement bon et léger, et qui chantait. J'ai ce souvenir-là, et il fredonnait une espèce de petite balade là, pendant qu'il faisait ça, tu sais. Probablement qu'il était conscient de l'heure difficile qu'on venait de traverser, puis tellement gentil. Et là, tu sens rien du bas, mais t'es consciente, t'es pas... Oui, c'est ça. Non, t'es même pas comme un peu... T'es complètement lucide et consciente, et tu sens rien, mais comme ils ont levé le truc... l'espèce de parce qu'il y a comme un drap, c'est comme un rideau chirurgical, puis il l'a laissé baisser le plus possible, comme ça mon chum pouvait voir le bébé sortir, tu sais, donc pour vraiment que ce soit parfait, tu sais, moi je le voyais pas nécessairement, mais je voyais le médecin, tu sais, je le voyais, et moi j'ai un immense tatouage, et bon, c'était scoop. J'ai un immense tatouage qui me fait tout le côté du corps et qui va jusque devant un petit peu, qui sont des sakuras, là, c'est les fleurs japonaises, donc les fleurs des samouraïs. Et je me rappelle parce qu'il faisait des petites blagues. Bon, on a un petit jardin ici. Tu sais, puis il était très délicat avec tout ça, et il m'a pas brisé. Ton tatouage. Mon tatouage que j'avais fait faire, c'est ça, là, tu sais, par une espèce de spécialiste. Et quand Elliot est arrivé, quand il sort par césarienne, ils ont coupé tout ça, tu sais, donc graphiquement pour ton conjoint, c'est pas évident non plus, je dois dire, probablement. Et j'ai ce souvenir-là parce que tu sais, t'es couché de les voir tous les deux, et l'anesthésiste qui frotte le dos de mon chum, mais en fait, je suis assez convaincue qu'il tenait au cas où il tombe. Je suis convaincue de ça. Mais il le faisait tellement bien. Tu sais, il était très pro, là. Tu sais, il frottait le dos. Mais je pense qu'il se disait, OK, s'il s'évanouit, je vais être capable de le rattraper. Puis quand ils l'ont sorti, là, toi, c'était super important de faire le pot à pot. Fait que tout de suite, ils l'ont mis sur toi. Ouais. C'était comment votre première rencontre? J'ai encore une fois, je les remercie tellement parce que, bon, très rapidement, ils font tous les tests vitaux, tout ça. Et très, très rapidement, même pas à peine essuyé, là, tu sais, ils me l'ont mis sur moi. Et ça, c'était encore une fois tellement magique, là, tu sais, tellement magique. Et c'est drôle parce que c'est le genre de truc que, tu sais, c'est la première fois de ta vie que tu fais ça, et c'est comme, c'est juste naturel, tu sais, dans le sens, t'es bon là-dedans, tu sais, t'as pas besoin de l'apprendre. Il y a des choses comme maman que j'ai eu besoin d'apprendre, mais il y a des choses là que c'est comme, on dit ton corps, c'est exactement quoi faire, t'as pas peur de le casser, tu sais, c'est comme, hein, tu sais, c'est facile. En fait, c'est facile. Il y a quelque chose de facile là-dedans, et c'est comme si tu le reconnais, tu sais, même si tu l'as jamais vu, ce bébé-là. C'est trop drôle. Et puis, et là, on était encore en bloc opératoire. Et donc, j'avais cette chance-là, tu sais, de l'avoir, parce que je sais que c'est pas toujours le cas, et c'est pas tous les médecins parce que ça les dérange, là, ouais. Parce que lui, tu sais, le médecin, il refait, dans le fond, il refait ta cicatrice, il referme, là, tu sais, et ça prend quand même un certain temps, et tout ce temps-là, j'avais Elliot sur moi. Et le seul moment où Elliot m'a quitté, c'est quand là, ils nous sortent du bloc opératoire pour aller dans notre lit. Et là, c'est James qui l'a eu sur lui, en peau à peau aussi, avec c'est ça, tu sais, en peau à peau. Et là, quand j'étais dans ma chambre, et là, il est revenu sur moi.
Et franchement, là, il est resté avec nous. Les gens ont été tellement... tu sais, il est resté avec nous 2 jours, là, jusqu'à temps qu'on sorte. Tu sais, ouais. J'étais un petit peu... Je suis une fille intense, tu sais. Moi, quand on a dit peau à peau, j'ai dit go, peau à peau. Et là, c'est drôle parce que j'avais une copine qui me disait... Faut pas que tu laisses-le. Ils vont vouloir le laver, là, mais laisse-le pas faire. Faut qu'il reste là. Donc, j'étais comme, OK, lavez-le pas. Qu'on l'a lavé 1 heure avant de partir de l'hôpital. Donc, toutes ces petites photos de bébé, là, il est comme un petit peu huileux. C'est pas optimal. Et il est tout nu. Ce bébé-là, il est tout nu sur toutes les photos jusqu'à 8 mois. Et tellement que je me dis, mon Dieu, j'aurais dû faire au moins un effort de, tu sais, à l'hôpital, tu sais, de pyjama. Il n'y a pas de photo en pyjama. Jamais. Puis est-ce que ta sage-femme était avec toi, tu sais, dans le bloc opératoire, après? Partout, pas en bloc opératoire. Dès qu'on est revenu dans la chambre, était là avec nous. Mais c'est vrai que l'allaitement, je sais pas pourquoi je le raconte, je le dis, mais parce que j'ai eu Elliot le 20 décembre et j'ai eu ma première vraie montée de lait le 24 décembre. Oh, le 24 mon Dieu. décembre. Juste à temps pour le réveillon. On était descendu on était allé chez nos voisins qui nous recevaient. Donc, première sortie avec Elliot et puis j'étais revenue chez nous. Et je me rappelle parce que, justement, la sage-femme, je textais, je dis, mon Dieu, je dis là, c'est pas le fun, là, tu sais, c'est pas drôle. Puis là, elle me dit, écoute, va prendre ta douche, prends 2 Advil. Fait que finalement, mais d'où que cet accompagnement-là, c'est tellement important. Et maintenant, chaque fois, tu sais, j'ai des amis qui ont des bébés, puis je me dis, écoute, même si tu veux pas l'avoir à la maison, là, tu sais, si tu peux le faire, si tu peux te le permettre, là, c'est tellement le fun. C'est comme avoir une amie proche, mais qui est une experte là-dedans, tu sais. Fait que moi, j'ai beaucoup aimé ça. Oui. Qu'est-ce que ça t'a fait aujourd'hui de me raconter ton accouchement puis de te replonger là-dedans? Ben c'est très émouvant, je dois dire, parce que ben en fait, je me demande même si j'ai jamais raconté à quiconque cet accouchement-là, même à mes amis proches. Tu sais, je pense que j'ai jamais fait ça pour tout plein de raisons. Et pas parce que je veux pas, mais bon, on est dans l'action, on est dans le présent, là, tu sais. Donc c'est en fait je me sens très comment dire, j'ai le goût de dire merci parce que j'ai pas revisité ces souvenirs-là. C'est émouvant, c'est ben ça fait plaisir de retourner là-dedans, de prendre le temps de revisiter tout ça. C'est un plaisir que je m'étais pas permise parce que quand on a des enfants, on n'a plus le temps. À l'animation, moi-même, Gabrielle Caron. À la réalisation et au montage, Anne-Sophie Carpentier. Un grand merci à ma gérante Christine Blais pour son aide. J'ai fait un humain est une production de Cube Radio.